Monsieur Vico Torius. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir déjà de m'avoir invité et je profite déjà de l'occasion pour vous féliciter pour cette initiative. Les acteurs de ce pays ont besoin de cela pour se mettre en lumière. Surtout pour ceux qui sont de la diaspora, qui ne suivent pas, qui n'ont pas les moyens pour suivre l'évolution culturelle, artistique du pays. Vraiment, chapeau, bravo. Car nous aussi, nous sommes heureux de vous avoir dans notre plateau. C'est le plateau de Bangui Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture centrafricaine. Parce que vous êtes une personne qui est très proche des artistes centrafricains dans tout le domaine. Mais avant qu'on commence sur la culture centrafricaine, sur vos exploits et tout ce qui fait votre personnalité, nous aimons beaucoup reposer cette question. Est-ce que M. Vico se rappelle encore de son enfance? Oui, je vis avec mon enfance et comme je dis souvent à mes amis, je suis un bon enfant. J'ai eu une très belle enfance, malgré l'histoire qu'on a connue dans le pays, parce que quand j'étais enfant, on a connu les mutineries, on a connu le 28 mai, mais je ne garde que le positif. Et c'est un côté de ma vie, c'est comme ça que j'apprends de la vie. Moi, je ne conserve que le positif. J'ai grandi au kilomètre 5, au niveau de Guédéma, la rue de Ramandi, Koudoukou, c'est ma maison. Et j'ai eu de très beaux souvenirs. Là-bas, un enfant, c'est l'enfant de tout le monde dans le quartier. Là-bas, tout le monde, c'est mes oncles, c'est mes tontons. Tonton ne connaît pas. Tu vois, c'est papa, c'est maman, c'est oncle, c'est tata. Donc, quand tu rentres dans toutes les concessions là-bas, je peux rentrer là dans la rue, je mange où je veux, je dors où je veux. Partout, je suis bienvenu. Et ça, quand je vois les enfants de nos jours, quand je vois comment les relations entre voisins se passent de nos jours, je dis qu'on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose, on a perdu cette chaleur qu'il y avait, cette humanité qu'on avait. Je peux me lever aujourd'hui, je mange chez Bakary, je peux me lever aujourd'hui. Je mange chez Abdel. Abdel peut venir chez moi aujourd'hui, il se fait tard, tu ne rentres pas, tu restes, tu dors là. Les parents vont, on voit quelqu'un dire non, il est ici, mais comme il se fait tard, il dort là. On a grandi avec cette, euh, cette cohésion, cet amour. Tu ne sens pas l'absence, tu ne sens pas de manque. Et je dirais quelque part que je suis nostalgique de cela. Donc, ce qui fait que souvent, à mes heures perdues, ou bien quand je suis stressé, je vais juste au kilomètre 5 prendre du thé vert avec les autres, rester bavarder. Je me ressource au kilomètre 5. C'est le chez moi. Alors, lorsque vous observez kilomètre 5 à aujourd'hui, comparable à votre époque, on va beaucoup plus parler de la jeunesse. Qu'est-ce que vous dites? Euh, la jeunesse est, la jeunesse est touchée négativement. La jeunesse est touchée, la jeunesse est affectée suite aux événements qu'a connu le pays de 2013 jusque, bon, là maintenant, ça commence à aller, la vie reprend au kilomètre 5. Et sinon, je pense que cet événement a tellement impacté la jeunesse que j'en ai mal. J'en ai mal parce que si tu prends les gens de ma génération ou de votre génération, beaucoup actuellement ne sont que des manœuvres. Parce que pendant la période de la crise, presque pendant plus de 5 ans, 5 à 10 ans, je dirais, ils n'allaient pas à l'école. Et maintenant, ceux qui auraient pu suivre des formations professionnelles n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient cloisonnés, isolés au Québec, ils ne pouvaient pas sortir. Cette stigmatisation a poussé les gens à se recroqueviller sur eux-mêmes. Déjà, ils ne peuvent pas sortir pour aller à l'école, ils ne peuvent pas sortir pour se former. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre maintenant que les camions des commerçants arrivent, à les décharger, à les faire les week-ends pour se nourrir. Et quand la crise est finie, maintenant que le kilomètre 5 est ouvert, ils sont aussi catalogués, ils circulent avec une cirque. Quand on va dire que c'est quelqu'un du kilomètre 5,
tout de suite, les gens vont dire c'est un criminel, c'est un voyou, c'est un vagabond. On est, les jeunes sont marqués négativement et ça porte préjudice. Donc là, maintenant, il y a un travail de fond à faire, un travail de recyclage à faire, une rééducation à faire. Il n'y a plus ces valeurs qu'on avait, par exemple, un truc simple, le respect des anciens, le respect des grands. Avant, quand on était sur le terrain de basket et que les grands arrivent, on n'a pas besoin de te dire, toi, d'ailleurs, quand tu sais que tu es le plus jeune, même si tu es bon, tu sors. C'est quand un grand est fatigué ou bien sinon, toi, viens, tu viens. Mais maintenant, quand tu vas au terrain, tout le monde se positionne, il faut qu'on dise, hey, toi, tu es le petit sort, et encore le petit va bouder. Moi, tu sais, ces petites valeurs qui donnent, qui faisaient l'éducation et qu'on a perdu. Donc maintenant, il y a un travail de fond à faire. Il y a un gros travail à faire. Et là, on compte vraiment sur tout un chacun pour relancer cela, pour faire revivre ce quartier, pour faire positionner, réintégrer ces jeunes dans le milieu social. C'était quoi les quotidiens de Monsieur Vico dans sa vie Faire la simulation et faire le basket. depuis l'enfance? Alors disons que c'est là, le basket était le rêve d'enfant. Oui, un petit, j'ai rêvé de devenir Michael Jordan, moi, Shaquille O'Neal. Et après, il y a mon père qui me rappelait, tu sais, aux États-Unis, il faut passer par l'université si tu veux être professionnel. Donc, si tu veux jouer au basket, il faut ramener de bonnes notes. Et partant de là, je m'appliquais pour avoir de bonnes notes à l'école et avoir l'autorisation d'aller jouer au basket. Ah ouais. Oui. Et comme je voulais déjà petit, j'étais un peu frêle. J'étais un peu frêle, donc j'ai commencé à faire la musculation pour me rendre fort. Pour me rendre fort, avoir un physique de dissuasion, comme je disais. Et donc, moi, j'étais un passionné du sport déjà. Donc, la musculation, le basket, c'était ça mon enfance. Alors, on va un tout petit peu parler de vos parents. Qu'est-ce qu'ils représentent dans votre vie? Mon père, c'était mon modèle déjà. Et mon père, c'est mon meilleur ami. Moi, il y a quelque chose que je dis souvent et que les gens ne croient pas. Mon père ne m'a jamais porté main. Par contre, comme mes frères, ils aimaient pas me dire, papa, il est très sévère, il est très agressif. Moi, mon père ne m'a jamais porté main. Il m'a toujours considéré comme un adulte. Quand je fais, quand je commets un tort, il m'appelle, il me fait asseoir. Et il me parle, il me parle à un adulte. Et des fois, ça me faisait pleurer de regret parce que je ne voulais pas décevoir mon père. Et ma mère, par contre, c'est l'image de la dame de fer, de la sévérité. Parce que ma mère, quand elle voulait corriger, bah, elle s'appliquait. Hein. Il fallait ma grand-mère pour séparer. Souvent, c'est comme ça, lorsque le papa est un peu compréhensif, il y a toujours la maman à côté pour frapper un tout petit peu fort. C'est le tout. Et ma maman, c'est le bâton, comment on dit, la politique du bâton et de la carotte. Donc, papa, c'était la carotte, et puis ma maman, c'était le bâton. Souvenir, gardez-vous je vais d'abord parler de la maman. C'est quoi le souvenir que tu gardes de ta maman? Là, on est toujours dans la France de Monsieur Vico. Tu sais, je suis quelqu'un, j'aime trop manger. Moi, c'est même jusqu'aujourd'hui, moi, si tu me mets à boire et tu mets l'alcool, pardon, tu mets à boire et tu mets à manger, je mange d'abord. Et ma maman, elle s'assure toujours à ce que j'ai quelque chose que j'ai toujours à manger, qui ne manque rien sur la table. Qui ne manque rien sur la table. Donc, ça, ça m'apaise. Parce que petit enfant, moi, c'était d'abord manger, il me reste ensuite. Ça, ce sens du devoir qu'elle a, c'est mon plus beau souvenir d'elle. Et je lui dis, je profite de l'occasion pour lui dire merci, maman, de m'avoir bien fait grandir. Déjà, on voulait vous donner quelques minutes pour dire quelques mots à vos parents. Ben, vous avez dévancé, mais continuez, ça ne dérange pas. Non, mais je vais attendre cette histoire. Ouais, vas-y, déjà, vous avez le goût. Ok, je peux dire merci à maman, merci d'avoir été là, merci de t'avoir assuré parce que je dirais, il fut un temps, mon père n'était pas présent, étant
étant politicien, il a dû partir en exil et je n'étais qu'avec ma maman. Et elle s'est assurée à ce que je ne manque de rien, que je grandisse bien, que j'ai l'éducation, que je ne manque pas de pain. Bien qu'étant sévère, je pense que c'est ce côté sévère d'elle qui a permis de me canaliser aussi parce que grandir au kilomètre 5 et ne pas faire de bêtises, je pense que c'est un grand exploit que je lui dois. Donc encore merci à elle pour tout cet engagement, tout cet amour qu'elle a su me donner à sa manière. Tout ceci a permis de forger cette personne que je suis. Et alors, on aimerait bien savoir comment pourrions-nous définir Monsieur Vico? Déjà, je suis quelqu'un, je dirais, d'ouvert d'esprit déjà. Et je suis quelqu'un qui pense toujours à s'améliorer, toujours à innover. J'aime pas quand ça stagne. Donc, j'ouvre les yeux partout et je suis quelqu'un qui aime grandir avec les autres. Moi, je n'aime pas, je veux pas voir quelqu'un souffrir à côté de moi. Donc, ce que je fais, euh, en général, quand je suis avec les autres, je préfère qu'on parle projet, je préfère qu'on parle avenir parce que on peut être là, on peut échanger. C'est bien de s'amuser. Je suis quelqu'un, j'aime bien m'amuser, j'aime beaucoup m'amuser. Mais il faut être l'ami des plaisirs de la vie sans en être l'esclave. Donc, on s'amuse, mais il faut toujours penser à l'avenir. Il faut toujours penser à se construire, il faut toujours penser à se sécuriser. Ça, c'est la base. D'accord. Alors, Monsieur Vico est le plus connu dans quel secteur d'activité? Je dirais, que dirais-je? Je dirais culturel. Déjà, vu mon métier, je travaille dans le domaine de la communication, marketing, dans une société qui fait dans les paris sportifs, la loterie. Et dans notre politique commerciale, nous sommes appelés à soutenir des artistes. Nous sommes appelés à communiquer avec des artistes, ce qui nous rapproche du milieu culturel. Et en dehors du milieu culturel, artistique, je suis aussi dans le milieu sportif, comme je te l'ai dit. Et depuis un certain temps, je suis président du club AS Mazaga, le club de basket de coup. Mon berceau, bon, bah, j'ai gardé les liens. J'ai gardé ces liens et j'essaie de rendre à la communauté ce qu'elle m'a donné. Rendre à la vie ce qu'elle me donne. Et Dieu merci, j'ai certaines opportunités pour l'instant que je pourrais faire profiter les autres. Donc, je m'y mets et j'espère pouvoir bien en faire profiter les autres. Alors, vous êtes à fond dans la culture centrafricaine. Maintenant, nous allons avoir votre point de vue sur la culture centrafricaine. Alors, lorsque vous regardez la culture centrafricaine dans son ensemble, la première des choses qui vous revient dans la tête, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous observez la culture centrafricaine dans son ensemble? Nous avons beaucoup de talents à mettre en valeur. Nous avons de la matière brute, mais pas encore polie. J'étais, j'étais invité quelque part et j'ai entendu un son. La vibe et tout, c'était là. Qui a fait le son? On me ramène un petit. J'ai dit, tu es bon? Il me dit, oui, qu'il est bon. Tu es sûr? Ok, je vais sur YouTube. Je prends un esprit comme ça et je lui mets. Je dis, si tu assures de ce truc, un studio, une séance studio. Le petit m'a fait plaisir. Et ils ne sont pas comme ça. Ils sont nombreux comme ça, pardon. Ils ont du talent. Ils savent faire ce qu'ils font, mais ils n'ont pas les moyens pour bien le faire. Tu vas prendre sur 10 artistes. Tu me dirais seulement 2 sur 10, hein. Il n'y aura que 2 qui vont au studio, qui ont un beatmaker, qui leur fait leur beat, leur instru, sur lesquels ils posent. Les 8 autres, pardon, les 8 autres, ils vont te télécharger des instructions de YouTube sur lesquels ils n'ont pas de droit, qui vont faire leur son dessus. Et même si ça donne, ça ne pourra pas être productif pour eux, parce qu'ils ne pourront pas mettre sur les plateformes et en tirer profit.
Il y a du talent, mais maintenant, c'est à tout un chacun de les accompagner, de les aider à son niveau. Si aujourd'hui, je peux aider un jeune, même seulement on lui offre un t-shirt, on lui paye une séance studio, on l'appelle à une fête, lui donc remettre un petit cachet, ça l'aidera. Et c'est pas le travail du gouvernement, c'est pas le travail d'une personne, c'est à tout un chacun, selon le petit moyen qu'il a, de soutenir son prochain. Parce que si on doit repartir dans la route de plus du fait le mon prochain, c'est celui qui est à côté de toi qui est dans le besoin. Et celui qui est à côté de toi qui est dans le besoin. Et il faut identifier le besoin des autres. Là, c'est dans tous les domaines. Hein. On ne va pas se limiter à la couleur, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quand tu as quelqu'un à côté de toi qui est dans un besoin, tu penses que déjà, il faut observer la personne. Tu vois que la personne a envie, la personne a faim, la personne a la volonté. Parce qu'il y a certains qui viennent demander de l'aide, mais qui n'y mettent pas de leur, n'y mettent pas de la volonté. Et donc, quand tu vois que la personne a de la volonté pour faire, mais qui lui manque des moyens, ce serait bien de l'aider, de l'accompagner. Donc là, c'est mon appel à tout le monde. Quand vous voyez ces jeunes qui sont dans le besoin, que vous pouvez les soutenir, s'il vous plaît, allez-y, faites-le. Alors aujourd'hui, lorsque nous regardons la culture de certains pays, on se permet quand même de faire cette approche. On voit qu'il y a l'absence totale des acteurs culturels centrafricains dans tous les domaines, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans les théâtres, que ce soit dans la musique surtout. Enfin, les artistes centrafricains sont vraiment absents. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est quoi cette chose? Parce que vous venez tout de suite de dire que non, voilà, il y a la matière. Les artistes centrafricains, ils ont quelque chose à développer. Mais c'est quoi cette chose maintenant qui fait en sorte que, sur le plan régional d'abord, la culture centrafricaine soit vraiment absente? En tant qu'acteur culturel de ces pays, je pense que vous prenez le temps de faire des analyses et puis dites-nous un peu. Je dirais que le premier obstacle, c'est le coût d'Internet à Bangui. Ça pourrait paraître un peu hors, hors du champ, mais je vous dirais que le premier obstacle des artistes à Bangui, on peut se refier, c'est Internet. L'Internet est cher. Tout le monde n'a pas accès à Internet, mais dans la qualité d'Internet. Il y a beaucoup d'artistes qui se font via Internet. Je vais prendre l'exemple de Strongberry. Il a fait son son depuis Berbérati. Ça a pris. À Bangui, les gens ont attribué ce son à un de ses aînés. Les gens ont attribué ce son à un de ses aînés. Il a fallu qu'il vienne à Bangui pour que les gens sachent que, ah, c'est quelqu'un de Berbérati qui fait bouger autant. Alors, tu vois, nous avons tendance à limiter le pays à Bangui. On pense que hors de Bangui, rien de bon ne peut sortir du pays. Ce petit, il vient de Berbérati, mais maintenant tu vas dans tous les mariages. C'est lui qui fait les hits. S'il y avait Internet même de Berbérati, combien, disons, on va se poser la question, combien de Strongberry il y a encore à Berbérati? N'y aurait-il pas d'autres Strongberry à boire, à Bombardé et dans d'autres villes? Imaginons que Internet était vulgarisé et serait mis en valeur. Le second aspect maintenant, c'est les promoteurs de spectacles, ce que les petites perçoivent comme cachet. Les petits studios de quartier, quand ils voudraient y aller, on va te dire 10 000, 20 000, mais déjà, c'est avec des instruments, je l'ai dit, c'est des instruments téléchargés sur Internet. Maintenant, si tu veux faire de bons beats, de bons instruments chez Docta, on va te dire 50 000. Sortir 50 000 pour ces petits, c'est déjà le SMIC ici, c'est combien? Et combien même d'employés sont payés au niveau du SMIC? Quand on prend les gardiens, ces employés de maison, combien gagnent déjà même 40 000? Et tu vas te demander un petit qui a ses rêves de sortir, débourser 50 000 pour une séance studio. C'est impossible. Pour qu'ils aient un travail bien fait, c'est impossible. Maintenant, la population, disons, le public va leur demander de produire, d'avoir des produits de qualité sans les moyens. C'est pas possible. Il faut mettre les moyens qui vont avec. C'est impossible.
Maintenant, le public encore. Quand tu vas mettre l'entrée d'un concert, tu vas dire 5 000, 10 000, les gens vont trouver cher. 20 000, 30 000, ouf. Là, c'est carrément. Là, maintenant, si c'est pas aux aguets, quel artiste va faire un concert, son show, dire l'entrée à 50 000 et avoir un public? Je dirais aux aguets, peut-être aux aguets, tu vois, sinon, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Compliqué pour les autres. Pardon? C'est compliqué pour les C'est autres. compliqué, c'est compliqué. Là, maintenant, ils ne peuvent pas être productifs pour maintenant se prendre en main, avoir des produits de qualité. Donc, il y a tout cela qu'on doit revoir. Qu'Internet soit déjà accessible à tout le monde, que les promoteurs payent ce qu'ils doivent, ce qu'ils peuvent payer de bien pour les artistes, aussi le public, parce que c'est, si le promoteur fixe l'entrée à 5 000, 10 000 pour permettre de bien payer l'artiste, parce que le promoteur aussi, c'est un investissement qu'il fait. Mais non, s'il paye l'artiste, par exemple, à 100 000, 200 000, je donne des chiffres comme ça, hein, il donne 200 000, 300 000 à l'artiste, maintenant il ne rentabilise pas sur l'entrée. C'est une perte pour lui. Quand on fait une affaire, c'est pour faire des bénéfices, pas pour perdre. Et pour finir, je dirais, je lancerai un appel aux différentes sociétés de la place de soutenir ces artistes avec qu'ils aient des budgets de sponsoring pour soutenir ces différents événements d'artistes. Déjà avec Cash, nous faisons beaucoup d'efforts sur ce point pour soutenir ces artistes, aider à les pousser de différentes manières. Donc j'appellerai toutes les compagnies de la place à faire un effort dans ce sens. Ça aidera beaucoup la culture. Et quand les gens sont contents, ils consomment pour saisir. C'est ça. Alors, moi-même, je suis témoin par rapport au Cash Loto. La question que je m'aimerais poser, on voit cette structure un tout petit peu dans toutes les manifestations. J'aimerais savoir, c'est quoi les critères de sélection d'abord des événements lorsque vous recevez les demandes et est-ce que ça pèse pas sur l'entreprise de sponsoriser tous ces événements-là? Bien sûr que ça a un coût. Bien sûr que ça a un coût, mais nous avons notre philosophie, c'est de partager. C'est vrai qu'on gagne un peu, mais dans le peu qu'on gagne, on voudrait faire profiter tout le monde. Et nous savons que nos clients, c'est beaucoup plus les jeunes. Notre domaine d'activité va dans le sens du sport, du divertissement. Et pour cela, il faut mettre de la joie. Et nous ne faisons pas que dans le business. Nous avons ce côté social aussi. Donc, dans notre volet social, dans notre budget marketing, nous mettons un accent fort sur le sponsoring, sur l'accompagnement de la jeunesse. Et pour nous, la jeunesse, c'est les artistes. Et pour atteindre les jeunes, on passe par les artistes. Donc, nous faisons un effort sur ce côté en assistant les artistes dans les différents événements afin de communiquer aux jeunes. Alors, les critères de sélection de dossiers, c'est quoi dans votre structure? Comment vous sélectionnez souvent les projets? Tout ce qui est événement qui touche la grande masse, sans que ça leur coûte beaucoup. Tout ce qui est événement qui touche à la grande masse, sans que ça leur coûte. Déjà, si tu fais un concert ouvert au grand public, ça nous intéresse plus qu'un concert payant. Parce qu'on préfère atteindre la masse, atteindre ceux qui n'ont pas les moyens de d'aller se faire plaisir dans un certain endroit. Cela n'empêche, mais nous privilégions déjà les concerts ouverts au grand public sans qu'ils aient à payer, ou bien qui leur permettent de payer un moindre coût pour s'amuser, pour avoir accès à nous. Ouais, un tout petit peu, nous allons parler de ce que vous faites en dehors de, de l'autocash. Vous avez aussi vos propres business. On veut savoir, parlez-nous un tout petit peu de vos business, vos propres business à vous. Vous voulez me vendre là? Ok, en dehors de cash, j'ai une structure de communication qui fait dans la promotion des entreprises, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc, on crée des pages sur les réseaux sociaux, on accompagne, on fait on donne des conseils en investissement et en développement d'affaires. Et en plus de cela, j'ai une marque de vêtements que vous voyez, Vicotornos,
nous avons mis sur le marché. J'ai commencé à travailler depuis quoi? Depuis plus de 5 ans, je dirais. Depuis 2016-2017 que j'ai commencé à travailler dessus. J'ai pris mon temps pour peaufiner la marque, travailler sur les designs, mettre en place la stratégie commerciale et tout. Et j'ai profité du dernier événement de Bangui Fashion Week pour lancer la commercialisation. Alors, départ du lancement officiel de votre marque, euh, est-ce que vous trouvez que c'est un secteur d'activité qui marche bien à Bangui ou soit ça reste encore à désirer? Oui, c'est un secteur qui marche bien du moment que l'on propose des produits de qualité. Je vais vous faire une confidence. Pendant la Bangui Fashion Week, j'ai produit des t-shirts de différentes qualités avec différents coûts. Et à la fin, je me suis retrouvé avec presque tout le stock à moindre coût et j'ai vendu tous les stocks à bon prix. Je dirais pas cher, mais à bon prix parce que les produits étaient de meilleure qualité. Et le stock de ce que j'ai fait que je peux vendre moins cher, je me disais que ça allait être plus accessible, les gens allaient plus acheter, ça a été le contraire. Les gens ont préféré beaucoup plus la qualité que La bonne qualité. Et là, du coup, j'ai dû changer ma stratégie, changer ma vision de la chose. Alors, est-ce que le nom Vicotorius, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Parce que c'est pas centrafricain déjà, c'est pas aussi africain. Vicotorius signifie quoi? C'est plutôt centrafricain, c'est plutôt africain, centrafricain. Vicotorios, ça vient déjà, je dirais, ça, déjà, la racine, c'est Vico, qui est mon nom. Vico, déjà, dans mon patois, c'est celui qui vient après un moment difficile, après un grand malheur, pour redonner la joie, redonner l'espoir, refaire vivre, redonner vie, comme le phénix. Et maintenant, je réfléchissais et je me suis dit, Vico, non. Vicotorius, ce serait bien, ça sonne bien, ça sonne classe. Je ne dirais pas, c'est pour que ce soit moderne, non, mais c'est pour mondialiser cela. Parce que si, moi je me dis toujours, quand on qualifie quelque chose de moderne, c'est-à-dire que l'initial ne l'était pas. Et je me dis que nous, notre culture est bien pour nous. Notre culture est moderne pour nous. Là, les qualificatifs, c'est les gens qui veulent donner de la valeur ou bien rabaisser, d'autres qui vont parler d'indigène ou bien de moderne. Non, ma culture est moderne et c'est à moi de la valoriser. Donc, quand j'ai dit Vicotorious, ça sonne comme de l'anglais, tu vois, ça donne du classe, ça me fait rire. Ça pense à victoire, victorious, mais il y a le Vico qui passe par le victorious. Donc, pour moi, c'est mondialiser le Vico. On dit Vicotorious. Non, mais non. La philosophie derrière, c'est la Vicotorious. Pardon, Vicotorious, c'est la marque de vainqueur. Tu ne te laisses pas abattre par le malheur, tu ne te laisses pas abattre par la négativité. Tu as le dessus sur tout cela. Et le peace, c'est un signe de victoire. Comme en anglais, on dit deuces. Tu, tu prends le dessus. Tu prends le dessus sur tout ce qui est négatif, peu importe ce qui te touche, peu importe ce que tu traverses, quand tu as cette mentalité de Vicotorious, tu es un vainqueur, tu es au-dessus. Alors, nous avons assez d'informations sur Vicotorius. J'espère que le boss de Vicotorius va au moins penser à nous offrir même. Nous avons déjà un projet pour vous que je ne vous dis pas maintenant, mais je pense qu'à partir des prochaines émissions, on ouvre. Ah, en tout cas, nous sommes très flattés d'attendre ça et heureux en même temps. C'est très important pour nous de donner la main aux acteurs culturels centrafricains, de enfin parler parce que c'était un vide dans l'équipe. On s'est dit, bon, écoute, il faut créer un cadre où on va recevoir chaque acteur pour parler un peu de son expérience, parler un peu de sa vie et tout ça. Là, c'est très important parce qu'actuellement, les projets podcast, c'est ça qui vend encore le plus
le- le- les acteurs culturels de certains pays. Pourquoi pas nous aussi? Donc c'est pour cette raison que nous avons eu l'idée de créer cette émission. Alors, nous arrivons déjà vers la fin de cette émission, Mère. Dans cette émission, nous parlons aussi de la vie quotidienne, et surtout les projets présents et les projets futurs de nos invités. Alors, dites-nous, c'est quoi la vie quotidienne de... Fouiller sur Internet. Moi, quand je vais par exemple sur TikTok, c'est pour voir ce qui marche ailleurs. Ce qui marche ailleurs, déjà dans le domaine culturel, dans le domaine, dans différents domaines, hein. Je vais ce qui se vend bien, ce que les gens font qui est bien chez eux. Parce qu'il ne suffit pas toujours de penser à créer. Des fois, il faut voir ce qui se fait chez l'autre pour le faire chez soi. Donc, comme je le dis, je passe mon temps sur Internet et quand je vois une idée que je trouve intéressante, je commence à écrire. Je commence à écrire. Je sais pas, je pense que j'ai mis 2000 projets dans mon coffre. J'attends les moyens pour les mettre en place. En tout cas, donc voilà, c'est ça mon quotidien. Quand je ne suis pas au boulot, quand je ne suis pas au sport, quand je ne lis pas, je fouine sur Internet. Donc, on ne voit pas souvent M. Vicotorius là-bas. Quand je suis là-bas, c'est pour le boulot. Parce que avec Vicotorios, j'accompagne des artistes aussi, des artistes qu'on produit. Là, on le fait encore, je dirais, off, parce que, comme je l'ai dit, on a un projet de mise en place, d'exécution du projet. Donc, on a des artistes qui sont signés chez nous. On les accompagne déjà dans leur silence studio, dans leur production, dans leur communication. Quand ils ont un événement quelque part, je vais les assister. Quand Cash est sponsor quelque part, je vais être présent pour moi dans sa place. Ça me permet aussi de prendre la température. Température, oui, oui, oui. Alors, maintenant, on veut savoir comment est-ce que vous observez la jeunesse centrafricaine dans son ensemble aujourd'hui? Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer. Beaucoup de jeunes commencent à se prendre en main. Beaucoup de jeunes commencent à entreprendre, comme le qui a lancé Morgan Lifestyle. Il y a beaucoup de bonnes choses que la jeunesse est en train de mettre en place. Moi, j'échange beaucoup avec les gens autour. J'échange beaucoup avec les gens autour. Et maintenant, la jeunesse, je dirais, est en quelque sorte révoltée. Mais pacifiquement. Il ne faudrait pas faire crier. La jeunesse est révoltée, mais c'est une révolution pacifique. Les jeunes commencent à entreprendre, les jeunes commencent à prendre des initiatives, les jeunes commencent même à aller dans certains secteurs que les gens avaient peur de s'aventurer. Ils ont dit, ah, les vieux là vont faire ci. Non. Les jeunes commencent à se prendre en main, à oser. Et ça fait plaisir. Je dirais que dans 2, 3, 5 ans maximum, on observera un grand changement. Coup de chapeau à à tous les jeunes centrafricains qui osent, malgré que ce n'est pas vraiment évident, c'est pas facile. Et en tout cas, on y croit, comme vous venez de le dire, dans 5 ans, il y aura vraiment de bonnes choses. Parce que bien il y a des difficultés, on croit, mais écoutez, dans l'entrepreneuriat, plus il y a des difficultés, plus il y a la possibilité de réussir. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons vous accorder quelques minutes pour placer un mot à, à la jeunesse centrafricaine parce que là, on ne parlera que d'eux parce que c'est eux qui sont le relève de ces pays demain. Je dirais à mes pères qu'on doit avoir confiance en nous. On a du talent, on a du savoir-faire. On doit avoir déjà cette confiance en nous-mêmes et oser commencer. Oser commencer. Parce que beaucoup d'entre nous ont des projets, de bons projets, mais c'est le commencer qui est un problème.
peu importe ce qu'il y a comme obstacle, quand on commence, après y faire face, les surmonter, ça vient tout seul. Donc, croyons en nous, osons, commençons et faisons. Alors, c'est par cette phrase que nous mettons fin à cette émission. Nous te disons vraiment merci beaucoup pour d'avoir honoré notre invitation. Vraiment, c'était pas facile vu votre agenda, mais vous avez quand même trouvé du temps pour nous. En tout cas, nous sommes très heureux. Alors, mesdames et messieurs, nous allons comme ça vous inviter à vous abonner sur notre chaîne YouTube et de surtout ne pas oublier d'activer la cloche plutôt des notifications pour ne plus rien rater des Bangui Lifestyle et de la culture centrafricaine dans son ensemble. Pour moi, j'ai le réel plaisir de vous dire qu'au prochain numéro de Bangui Lifestyle, nous serons accompagnés de Vico Torius, la marque des... Alors, on se retrouve au nouveau numéro de Bangui Lifestyle, mesdames et messieurs. Au revoir.